If the whole world went organic, in 10 years, we could reverse climate change. Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Lors de ce tête-à-tête avec Paloma Moritz, nous parlons mobilisation citoyenne, médiatique et 6e extinction de masse. Bonjour Paloma Moritz. Bonjour. Vous êtes journaliste, réalisatrice et engagée au sein du mouvement On est prêt. Donc un mouvement qui a notamment permis de propulser la fameuse pétition L'affaire du siècle en décembre 2018. Aujourd'hui, On est prêt lance une nouvelle campagne nommée Zone sauvage. L'idée, c'est de sensibiliser et de mobiliser autour de la 6e extinction de masse. Comment ça va en cette rentrée militante ? Ça va très bien. Je mentionne aussi que je suis responsable du pôle écologie de Blast. On y reviendra sur votre métier de journaliste. En tant que journaliste. Et j'ai la chance aussi d'être directrice éditoriale de On est prêt. Cette rentrée, elle est marquée par un été qui a vu dévoiler le premier volet du 6e rapport du GIEC. Donc voilà, c'est des informations qu'on connaît, mais qui sont jamais faciles, à recevoir en quelque sorte. Et à transmettre aussi. Comment ? Et à transmettre aussi. Et puis je pense qu'on est tous atteints d'éco-anxiété et de façon encore plus forte quand on voit quelles ont été la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes cet été. Donc c'est aussi par l'action, par l'information qu'on arrive aussi à dépasser ce sentiment d'impuissance et de résignation que certaines personnes peuvent avoir. Et donc là, cette campagne On est prêt, donc Zone sauvage, donc cette grande action collective a commencé il y a quelques semaines et part déjà très très bien. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi cette campagne de mobilisation ? Cette campagne, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la crise climatique, mais on ne parle pas de l'autre crise qui est tout aussi importante, si ce n'est plus importante, qui est la crise de la biodiversité, qui menace l'existence du vivant sur Terre. Et que notre objectif, c'est vraiment d'essayer de créer une prise de conscience. On est en France, mais notre campagne se fait aussi dans 3 autres pays, en Belgique, en Espagne. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de créer une prise de conscience sur cette question de la 6e extinction de masse. Parce que finalement, quand on parle de 6e extinction de masse, ça paraît quelque chose d'un peu lointain, un terme un peu scientifique, mais il faut bien se rendre compte que la 5e extinction de masse, c'était l'extinction des dinosaures, et qu'une extinction de masse, c'est 75% du vivant sur Terre qui disparaît de façon rapide. Bon, alors à l'ère géologique, c'est pas toujours rapide, ça peut être 3 millions d'années, mais en réalité, aujourd'hui, on est en train de vivre la première extinction qui est entièrement causée par les activités humaines. On a 1 million d'espèces qui sont menacées, en voie de disparition, et selon les derniers chiffres de World Wide Fund, il y a 68% des animaux vertébrés qui ont disparu. Donc voilà, une fois qu'on connaît tous ces chiffres, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, ce qu'on propose, c'est d'agir. D'agir comment ? Déjà, en recréant un lien entre nous et le vivant. Et donc, comment on fait ce lien-là ? En fait, on a un test pour deviner quel est son animal totem. Dans ces animaux totems, en fait, on a identifié avec l'IUCN, qui est l'un des plus grands organismes mondiaux sur les questions de biodiversité, 13 animaux sur leur liste rouge. Dedans, on peut trouver le dauphin à bec court, la pipistrelle sauvage, le lynx boréal, etc. Et en fait, donc, le test vous permet de savoir lequel de ces animaux totems vous êtes, et donc de s'identifier en fait avec un animal qui est menacé d'extinction en France, je le rappelle. Et donc par là, de commencer à tirer un petit fil qui va nous amener à comprendre quel est le problème de l'effondrement de la biodiversité et pourquoi il nous concerne au plus haut point. Et ensuite, l'idée, c'est de permettre d'agir. Et donc, à travers cette campagne sur KissKissBankBank, donc Zone sauvage, on peut faire un don, donc 5 €, 10 €, 100 €, et les dons vont à des associations qui travaillent sur le terrain pour justement enrayer l'effondrement de la biodiversité. Quel est votre animal totem ? Moi, je suis un dauphin à bec court. Et moi aussi. Voilà. Moi aussi, parce que j'aime beaucoup l'eau, j'aime énormément nager, et donc évidemment, c'est tombé sur le dauphin à bec court. Alors, vous l'avez dit, vous faites appel au crowdfunding. Donc une campagne de sensibilisation, surtout sur les réseaux sociaux. N'y a-t-il pas des limites à investir les GAFAM, à se retrouver parfois dans nos bulles d'infos, à être comme ça derrière nos écrans et pas forcément connectés au vivant ? Est-ce que vous voyez des limites à agir sur la toile pour mobiliser ?
En fait, je pense que souvent, on a tendance à voir les choses de façon très binaire ou linéaire. Ce n'est pas parce qu'on agit sur les réseaux sociaux qu'on ne peut pas agir à côté. Il se trouve que, par exemple, en préparant cette campagne, on est prêt à visiter la plupart des associations qu'on soutient à travers cette campagne. Et les deux principales, c'est le Centre Athéna et l'ASPAS. Donc l'ASPAS, en fait, travaille à, en gros, racheter des zones sauvages pour les garder préservées, pour que la biodiversité puisse continuer à exister. Donc ça, c'est aussi une action que chacun de nous pouvons faire, c'est participer avec l'ASPAS à acheter des espaces de forêt pour les réensauvager. Voilà, le premier palier, donc à 50 000 €, qui est en train d'être atteint, là, va permettre à l'ASPAS de racheter 14 hectares de forêt. C'est pas rien. Et après, de l'autre côté, il y a aussi l'association Athénas qui, elle, recueille des animaux blessés, les soigne et ensuite les relâche. Et le prochain palier du crowdfunding, c'est justement pour permettre de créer une infirmerie pour les animaux blessés et notamment souvent blessés par les activités humaines, que ce soit par exemple des animaux qui ont traversé sur une nationale et donc qui se sont fait écraser, qui se sont fait, pas écraser dans ce cas de figure puisqu'ils sont recueillis, mais en tout cas que ce soit des animaux qui se soient fait heurter par une voiture ou autre. Donc c'est des moyens d'agir de façon très concrète et ça, pour ça, on est prêt à aller sur le terrain pour aller voir ces associations. Et en fait, il y a plein d'associations qui permettent aujourd'hui de se reconnecter aux vivants. Après, bien sûr, en fait, de toute façon, l'idée qu'on fait passer à travers cette campagne sur les réseaux sociaux et par des mails, c'est aussi justement comment est-ce qu'aujourd'hui on se réensauvage en quelque sorte, comment est-ce qu'on se réimmerge dans la nature, on se connecte aux vivants et à nous-mêmes en fait, d'une certaine manière. Et l'idée du financement participatif, c'est aussi quelque part de faire en sorte que chacun et chacune se saisisse de ces sujets et soit porteur de relais de messages. Donc face à l'inaction des acteurs économiques, politiques, c'est désormais à nous de tirer la sonnette d'alarme. Alors, malheureusement, oui. Malheureusement, aujourd'hui, on en est là. Après, pour moi, ça ne veut pas dire qu'on a renoncé totalement à demander une action politique d'ampleur sur ces questions-là. Emmanuel Macron était cette semaine à l'IUCN. Voilà, il y a eu de très beaux discours. Maintenant, on attend les actes. Mais en réalité, moi, je crois au pouvoir de la société civile, de un, pour parfois prendre le relais de l'État là où c'est essentiel, notamment sur ces questions de biodiversité, mais aussi de créer un rapport de force et de créer un rapport de force fécond qui va pousser l'État à se saisir de ces questions. Pourquoi pas aussi à aider lui-même directement ces associations et à financer des actions de beaucoup plus grande ampleur, parce qu'en fait aujourd'hui quand on parle de la biodiversité, on parle aussi des poumons de la planète, on parle des océans, on parle des forêts et selon le dernier rapport du GIEC, dans les scénarios les plus pessimistes, ces poumons de la planète, ils n'absorberont plus que 38% des émissions de CO2. Ce qui crée un équilibre en quelque sorte, c'est aussi le fait que les océans, les forêts absorbent énormément du CO2 qu'on émet. Si ce n'est plus le cas et qu'elles se mettent justement via des boucles de rétroaction à émettre elles-mêmes du CO2. Une partie de l'Amazonie émet maintenant du CO2. C'est extrêmement dangereux et ça va complètement aggraver le dérèglement climatique. Donc c'est la survie du vivant de façon générale qui est en jeu aujourd'hui. Oui, c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure, la question climatique est tout à fait connexe à celle de la biodiversité. Pourtant, le climat, la question climatique est plus familière du grand public, on le disait aussi. Est-ce que vous voyez ça comme une difficulté supplémentaire pour mobiliser, pour amener à l'action autour de la protection du vivant ? Alors je pense pas, justement au contraire, parce que les questions climatiques est vu comme quelque chose aussi de très scientifique en quelque sorte, de très loin. Quand on parle de boucles de rétroaction, quand on parle de la fonte de l'Arctique, ça ne crée pas d'émotion particulière chez les gens. De neutralité carbone. De neutralité carbone, etc. Ça ne crée pas d'émotion particulière chez les gens. Mais de leur dire, en fait, vous voyez là ce lion et cette girafe qui est dans le livre que vous lisez le soir à votre enfant ou à votre neveu, votre nièce, eh bien en fait, votre enfant il le verra sûrement jamais parce qu'il y en a de moins en moins sur Terre. Ça touche énormément et il y a énormément de personnes qui sont engagées dans la cause animale, entre guillemets. Alors évidemment, la question de la biodiversité est plus large que ça, mais je pense que finalement, ça touche peut-être un peu plus aux sensibles, à notre humanité et c'est finalement quand on est touché au cœur et dans notre chair qu'ensuite on a envie d'agir, je pense. Bruno David, le président du Muséum d'Histoire Naturelle, qui s'exprimera bientôt dans ce podcast, affirme que, je le cite, les crises de la biodiversité avancent masquées, en silence, puisque, je le cite à nouveau,
Même si nous avons perdu un quart des oiseaux en Europe ces 30 dernières années, nous n'avons pas marché sur des cadavres d'oiseaux le long des routes et des chemins. En tant que journaliste, est-ce que vous pensez que l'information a un pouvoir suffisant pour déclencher en profondeur des changements dans nos modes de vie ? Puisqu'on a l'information scientifique du GIEC, ou en tant que journaliste, vous avez fait récemment une vidéo pour justement vulgariser ce rapport. Est-ce que vous croyez en cette puissance de l'information ou est-ce que informer ne suffit pas ? Je crois énormément à la puissance de l'information, mais je pense que comme tous, c'est une brique parmi d'autres briques qui vont pousser à l'action. Et que finalement, déjà de prendre conscience de l'urgence climatique dans laquelle on est nécessite aussi de faire le deuil d'un mode de vie, de faire le deuil d'une vision du monde, d'une façon dont on s'était projeté dans le monde. Il y a une difficulté de plus en plus grande à se projeter aujourd'hui. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce deuil, donc on a eu cette information, finalement, eh bien, il y a une période d'acceptation et ensuite on se met en action. C'est un peu la même chose sur l'information, c'est-à-dire que c'est essentiel d'avoir les informations, d'être en capacité pour ensuite savoir quoi faire. Le problème, c'est que de un, la plupart des médias ne parlent pas assez de cette question de la crise climatique et encore moins de cette question de la crise de la biodiversité, mais aussi n'informent pas non plus aussi sur les moyens d'action, c'est-à-dire ne parlent pas tant que ça de toutes les actions de la société civile qui existent aujourd'hui. Et on est quand même à un moment assez exceptionnel à ce niveau-là, c'est-à-dire que quelqu'un qui a envie de s'engager autour des questions climat, énergie, biodiversité a à peu près des centaines de portes d'entrée pour le faire, puisqu'il existe énormément d'associations différentes, énormément de moyens d'action et qui passent commencer par un régime végétarien à la désobéissance civile, par les tiers-lieux, etc. Vous dites que le traitement médiatique de l'écologie est insuffisant aujourd'hui. Comment changer les choses dans les médias ? Faut-il se battre aussi au sein des grands médias pour introduire plus d'écologie et aussi donner des moyens d'action, comme vous venez de le dire ? Et quelle est la place aussi des journaux, des médias indépendants pour informer différemment ? Je pense que les médias indépendants ont un rôle fondamental sur la nécessité d'informer différemment, de parier sur l'intelligence, de proposer un autre regard sur l'actualité, sur le monde, de proposer aussi des contenus sur le temps long pour permettre de réfléchir. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas transformer les autres médias de l'intérieur. On voit quand même ces dernières années qu'il y a plus de formats sur les questions écologiques. On ne peut pas le nier. Maintenant, évidemment que ces questions-là n'occupent pas la place qu'elles devraient. Et on l'a vu avec la sortie du premier volet du 6e rapport du GIEC. Sur les chaînes d'information en continu, donc sur 24 heures, il n'y a qu'1 heure qui a été consacrée au rapport du GIEC. Et presque tout le reste au transfert de Lionel Messi au PSG. Mais comment est-ce qu'on regardera notre civilisation et notre époque dans des années quand on saura ça ? C'est la plus grande évaluation scientifique sur l'état de notre planète depuis des années qui nous révèle une situation absolument dramatique et personne n'en parle. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que si les médias n'en parlent pas, donc ne permettent pas déjà de comprendre la gravité de la situation, ils ne peuvent pas nous permettre derrière aussi de comprendre quelles sont les options qui s'offrent à nous. Puisque, évidemment, il va falloir changer notre société. Et donc, pour ça, les médias peuvent aussi faire un travail d'investigation sur à quoi peut ressembler notre monde en 2050, quelles sont les différentes voies possibles, qu'est-ce que ça veut dire 1,5 degré, qu'est-ce que ça veut dire 2 degrés, qu'est-ce que ça veut dire plus 3 degrés, et comment on s'adapte dans chacun de ces moyens-là. Et en fait, on devrait déjà être à l'étape d'après, et on est encore à l'étape d'avant, où on doit juste simplement expliquer qu'il y a une urgence écologique. C'est donc tout le travail que vous réalisé chez Blast en proposant des contenus vidéo, notamment pour décortiquer les rapports du GIEC et aussi pour donner des moyens d'action. Comment on peut soutenir cette information différente ? Comment vous êtes financé ? Eh bien, Blast, en fait, on s'est financé grâce à une campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank. On a levé 930 000 € à l'époque. Donc, ça montre aussi qu'on est venu proposer une nouvelle façon de faire de l'information qui a parlé à énormément de gens. Et ensuite, aujourd'hui, on est financé uniquement par dons et abonnements. Donc, en fait, vous pouvez donner 5, 10 €, 15 € par mois à Blast. Et en contrepartie de ça, vous avez un certain nombre d'avantages. Donc, ça peut être une newsletter, d'être dans un fil Telegram sur les coulisses, mais aussi là,
là, on est en train de préparer plein de nouveaux avantages assez géniaux, et notamment des masterclass avec des personnalités absolument passionnantes. Donc on développe ça. Et après, si vous n'avez pas du tout les moyens, un des premiers moyens aussi de nous soutenir, c'est de partager nos contenus, de partager notre page, de vous abonner à notre chaîne YouTube, voilà, juste pour simplement nous faire connaître aussi. Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes parfois en proie à l'éco-anxiété. Donc en tant que journaliste spécialisé sur les questions d'écologie, dites-nous un peu comment vous faites chaque jour pour garder la tête froide face aux chiffres effrayants, face aux chiffres sur le délitement écologique. Alors, c'est pas facile tous les jours. Moi, je fais des blagues parfois en disant que je suis encore en train de faire une vidéo déprimante. Et je n'ai pas envie de faire des vidéos déprimantes, mais malheureusement, la réalité est là. L'humour, du coup ? L'humour, oui. Après, en fait, en réalité, je trouve que la question écologique est absolument passionnante. Elle me passionne depuis des années parce qu'elle nous amène à poser un nouveau regard sur le monde. Et elle remet absolument tout en question. Et donc, il y a aussi quelque chose d'extrêmement excitant à essayer de comprendre et d'imaginer à quoi notre monde pourrait ressembler, à essayer de voir les différents scénarios, etc. Et aussi à essayer de comprendre le problème, puisque finalement, dans notre société mondialisée, etc., tout est lié, tout est interconnecté. Donc, en fait, on ne peut pas dire que voilà, on sait que par exemple les banques françaises sont les premières financeuses d'énergie fossile, mais qu'à côté de ça, il y a aussi la responsabilité des États dans leur inaction politique, mais par quoi ils sont bloqués par les lobbies. Enfin, tout ça est extrêmement complexe, et en fait, d'essayer de le comprendre, de le démêler pour ensuite offrir potentiellement des voies de résilience, d'action et aussi d'autres façons de vivre, c'est absolument passionnant. Donc ça, moi, ça me déprime pas. Et puis, une dernière chose, ce qui me permet aussi de garder espoir, c'est de voir toutes les associations de terrain qui travaillent, qui font des choses absolument géniales, qui produisent des rapports hyper complets, etc. Et de voir tous ces gens qui sont en action, en fait, et qui sont de plus en plus nombreux. Donc si on pouvait retenir un mot, c'est ça, c'est l'action pour nous délivrer un peu de ces peurs face au changement climatique. Moi, je pense que oui, on sort de ce sentiment d'impuissance que l'on a en voyant tous ces chiffres, tous ces rapports et cette situation dramatique, et le fait de se dire que l'effondrement de notre civilisation telle qu'on la connaît, il est quasi inévitable par l'action. Et en fait, moi, ce que j'espère, c'est que chacune puisse se retrouver dans toutes les actions qui sont proposées. Mais c'est en fait, d'une certaine manière, on est invité aussi à se changer soi pour changer le monde. Et finalement, l'écologie nous demande à la fois de repenser notre relation aux autres, notre relation à nous-mêmes et notre relation à la planète. Paloma Moritz, on passe à notre deuxième partie de podcast. Quel a été votre plus grand déclic écologique ? Alors ça, c'est la grande question qu'on pose souvent. Je ne pense pas qu'il y ait un grand déclic écologique, parce que c'est une multitude de déclics qui font qu'à un moment, on en arrive à avoir un peu ces nouvelles lunettes sur le monde. Mais il y a un film qui m'a énormément marqué à l'époque, c'était Une vérité qui dérange de Al Gore. J'avais 15 ans. Et de voir en fait comment on a silencié les scientifiques et l'état de l'urgence que j'avais pas spécialement appris à l'école à l'époque, ça m'a sidérée, et je pense que ça a été une des premières pierres en me disant qu'il y avait un énorme pouvoir du documentaire pour créer des prises de conscience. Et pour reboucler là-dessus, d'ailleurs, je conseillerais un documentaire que j'ai eu la chance de voir en avant-première, qui sort le 22 septembre, qui s'appelle Une fois que tu sais, et qui est vraiment absolument génial. C'est noté. Et un livre aussi peut-être à nous conseiller ? Moi, j'ai beaucoup aimé sur ces sujets-là, parce qu'on va rester dans les mêmes sujets. Moi, j'ai beaucoup aimé Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce de Corinne Morel-Darleux. Je trouve que justement, pour les personnes qui sont anxieuses face à la crise écologique, c'est un très très bon livre, et c'est un livre très poétique. Et elle énonce 3 grands principes simples. C'est le refus de parvenir, la dignité du présent et cesser de nuire. Et je pense que si tout le monde appliquait ces principes-là, tout simplement, notre société irait beaucoup mieux. C'est aussi un récit personnel ? Non, elle parle parfois à la première personne, mais c'est aussi le récit de Bruno Moitessier, c'est l'histoire de sa course en voile et pourquoi il a décidé d'abandonner, etc. Donc c'est aussi le refus de parvenir, le refus de la performance. Pour finir, comment imaginez-vous le monde dans 20 ans ? Avec une perspective utopiste, si on est amené à agir considérablement pour régénérer le vivant, puisque maintenant on n'est plus que dans une phase de protection, mais peut-être aussi de régénération.
Alors, si vous voulez bien, je vais peut-être retourner la question en disant plutôt en France, parce que le monde dans 20 ans, déjà en France, je pourrais passer 1 heure et demie à en parler, alors le monde, c'est encore plus compliqué. Mais en tout cas, si je suis... si j'ai de l'espoir, si je suis légèrement idéaliste, moi je le vois comme un monde qui s'est replié sur le local, mais replié dans le très bon sens du terme, c'est-à-dire que où on a des démocraties locales qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus résilientes. On a une démocratie plus directe, plus délibérative, où vraiment on parie sur l'intelligence des citoyens. C'est une des clés pour vous, la démocratie participative? Pour moi, la question démocratique, elle est essentielle. C'est en construisant des démocraties locales solides qu'on va pouvoir absorber les chocs à venir. Et ils sont nombreux. Et on l'a vu dans la Roya. Moi, j'ai fait récemment un reportage dans la vallée de la Roya qui parle de ça, sur comment reconstruire après la catastrophe et comment est-ce que, justement, on le fait avec les citoyens. Et toute cette question du « avec », pour moi, c'est voilà, dans 20 ans, moi, j'aimerais qu'on ait retrouvé des liens. Et qu'on ait retrouvé déjà un lien entre nous et nous-mêmes, ce que très peu de gens ont, en fait, d'une certaine manière, une forme d'alignement, et aussi un lien avec les autres et un lien avec la société, dans cette idée, en fait, finalement, de créer, Michel Sarr en partait déjà à l'époque, dans une sorte de nouveau contrat social, en fait, autour de cette urgence écologique, et aussi un monde dans lequel, une société dans laquelle les inégalités seront beaucoup moins grandes, où on sera, je l'espère, sorti du patriarcat, où il n'y aura plus d'inégalités de genre, de discrimination liée à la race, de validisme. Enfin, ça paraît évident. Ces questions sont liées. Tout est lié. Tout est lié. Parce qu'en fait, le système contre lequel on se bat aujourd'hui, c'est un système d'oppression du vivant, sous toutes ses formes, et donc qui oppresse aussi les hommes, les femmes, les humains, de façon générale. Et en fait, il faut qu'on sorte de cette philosophie, de cette façon de penser le monde, qui est profondément destructrice, en fait. Donc peut-être que chaque lutte se nourrisse les unes les autres. Que chaque lutte se nourrisse et notamment c'est Alain Damasio qui en parle très bien, cette idée de créer un peu des archipels d'îlots de résistance, et ces îlots de résistance, en fait, ils sont de plus en plus forts aujourd'hui en France, mais l'idéal, ce serait qu'ils deviennent en quelque sorte la norme, ou en tout cas que les principes qui régissent ces tiers-lieux, ces zones à défendre, eh bien on essaie de les appliquer au sein de nos sociétés, et que je pense que déjà, si on arrive à dialoguer, parce que c'est l'un des problèmes aujourd'hui, c'est qu'on ne dialogue plus et on crée des camps, et les politiques font très bien ça d'ailleurs, et moi ça m'inquiète beaucoup en vue de cette présidentielle, mais si on arrive à dialoguer, à être tolérants les uns avec les autres, c'est comme ça qu'on va y arriver. Et Pablo Servigne l'a montré, en fait, dans les moments de catastrophe, le premier sentiment qui émerge, c'est l'entraide. C'est la première chose qui émerge. Et ça s'est vu d'ailleurs, ça s'est vérifié il y a 1 an dans la vallée de la Roya. Maintenant, il faut aussi qu'on croie à cette part bonne de l'humain et qu'on mette de côté l'autre, parce que je pense que sinon on n'y arrivera pas. Et malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui se disent que de toute façon tout ça c'est de la faute des humains parce qu'ils sont cupides, avides de pouvoir, et que c'est à cause d'eux que finalement on a détruit la planète. Ce qui est vrai, mais je pense qu'il y a 2 faces dans chaque personne, et qu'on peut aussi, via l'intelligence humaine et le relationnel, arriver à trouver des réponses à la multiplicité de crises auxquelles on doit faire face. Paloma Moritz, merci beaucoup d'être venue à la recyclerie. Merci. Donc la campagne, c'est Zone Sauvage. Voilà, la campagne, c'est Zone Sauvage. C'est sur la page de KissKissBankBank qui va continuer jusqu'en octobre. Donc voilà, partagez-la autour de vous si vous ne pouvez pas donner de l'argent. Et sinon, essayez de donner, même 5 €, ça change quelque chose. Et ensuite, si vous voulez soutenir Blast, c'est sur blast-info.fr. Merci beaucoup d'être venu. On se donne rendez-vous dans un petit mois, il me semble, pour une conférence. Donc là, ce sera davantage l'occasion d'échanger, comme vous le préconisiez tout à l'heure. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram. Ça n'est pas une fatalité. Ou encore mieux, venir échanger avec nous à la recyclerie, au 83 boulevard Ornano à Paris, métro porte de Clignancourt. Est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose ?